Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci, donc on va écouter la première histoire. Salut DMG TV. Alors, merci encore une fois de plus pour tout ce que tu fais dans tes différents canaux. Les histoires que les gens racontent, ça nous édifie vraiment. Moi particulièrement, depuis que j'ai commencé à te suivre, je te suis tout le temps. Merci une fois de plus. Alors, je vais te raconter une nouvelle histoire encore que j'ai toujours vécue dans la ville de Mbanmayo. Alors, j'étais arrivé pour apprendre le dessin et on m'a mis en troisième année. Voilà, donc j'étais quitté de la troisième en général pour descendre en technique en troisième année. Alors, étant en troisième année, je me suis dit, vu que l'école, ça va plus, c'est facile. Voilà, je comprends très très bien tout ce qui se passe parce que c'est des choses que j'avais déjà vues en quatrième jusqu'à aller en troisième et avant de louper le BPC. Je me suis dit, ok, bah, c'est tellement simple que je pourrais composer l'examen de fin d'année de quatrième année, donc c'est-à-dire le CAP. Donc, pas besoin d'aller en quatrième année avant de composer le CAP. Donc, je pourrais directement composer le CAP étant en troisième année. Alors, moi, je sortais parmi les 5 premiers. J'aurais même pu sortir premier si je voulais, mais en fait, je m'étais donné certaines disciplines où j'étais pas très assidu à l'école parce que je me concentrais dans l'apprentissage de l'informatique à côté. Alors, il est arrivé le moment où on demandait les frais d'examen pour préparer les compositions du CAP. Et moi, j'ai cherché mon acte de naissance parce que je l'avais gardé dans un cahier de travaux pratiques. Et au moment où il fallait donner tous les dossiers pour les examens, j'ai cherché mon acte de naissance et je ne l'ai plus trouvé. J'ai cherché cet acte de naissance à maintes reprises, plusieurs jours, et je n'ai toujours pas trouvé mon acte de naissance. J'ai dit, waouh, mais mon acte de naissance, il était là. C'est quelque chose que je vois tous les jours, je n'ai jamais déplacé. C'est le seul endroit où je garde mon acte de naissance. Mais comment est-ce que je ne vois plus mon acte de naissance? Je pouvais accuser personne parce que je suis le seul qui garde cet acte de naissance-là. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Ok, donc cette année-là, je n'ai pas pu composer le CAP et j'étais obligé de passer en quatrième année avant de pouvoir composer le CAP normalement. Voilà. Sauf que une fois que je suis arrivé en quatrième année, voilà, j'étais toujours parmi les 5 premiers à l'école. Et il est arrivé la fin d'année où il fallait composer le CAP. Donc, déjà, j'ai oublié de souligner qu'en troisième année, après que les gens aient composé l'examen, moi, j'ai retrouvé mon acte de naissance dans le cahier de travaux pratiques en question. Donc, on va maintenant en quatrième année. Il est temps de composer le CAP. Et là, j'ai eu un problème. J'ai fait un rêve, vu que je vous ai souligné déjà que moi, j'apprenais l'informatique juste en parallèle, voilà, de moi-même, hein, en autodidacte. Alors, j'ai fait un rêve dans la nuit où j'étais dans une zone qui ressemblait à un aéroport. Le sol s'était goudronné et j'ai ramassé des documents d'un monsieur. Je ne savais pas qui c'était, je ne sais même pas jusqu'à aujourd'hui qui c'est. Et le monsieur, il avait, euh, il y avait pas mal de documents au sol. J'ai ramassé, j'ai rangé ça quelque part. Et il y a quelque chose, mon intelligence m'a dit de laisser mon contact. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça, il fallait que je laisse mon numéro de téléphone. Et du coup, j'ai laissé mon numéro de téléphone sur un papier. Et dans mon intelligence, mon cerveau me faisait comprendre que je dois laisser mon numéro de téléphone pour que la personne me contacte et pour pouvoir récupérer ce document. Sauf que je ne comprends pas pourquoi alors que j'ai déposé les documents sur place. C'est comme si je serais rentré avec, pourtant je ne suis pas rentré avec des documents. Donc j'ai laissé ça dans un coin
Et voilà, c'est tout. Le lendemain, dans la vie réelle, j'ai un de mes camarades de classe qui est venu à la maison, un ami. J'ai allumé mon ordinateur et puis voilà, euh, voilà, on était à 16 heures et j'ai lancé un jeu vidéo, on était en train de challenger, et voilà, on se faisait nos petits challenges là entre nous en rigolant et soudain mon téléphone sonne. Le téléphone sonne, c'est un monsieur qui m'appelle, il me dit, c'est bien vous, monsieur tel? J'ai dit oui. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Il dit, en fait, je vous appelais pour vous remercier par rapport à mes documents que vous avez ramassés et vous avez rangé ça quelque part. Vous avez laissé votre numéro pour que je vous rappelle. J'ai dit, pardon? Après, on a été coupé. J'ai essayé de rappeler le numéro, ça ne passait plus. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit à mon ami, écoute, j'ai arrêté le jeu et je lui ai raconté, je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai fait un rêve cette nuit. C'était comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, le monsieur du rêve m'appelle. Il me dit, voilà, il m'appelle pour me remercier par rapport aux documents que j'ai ramassés, etc. Je comprends pas. C'est quoi le problème? Et il m'a dit, et il faut signaler à ta famille, on ne sait jamais, peut-être que c'est un cas de sorcellerie, peut-être qu'on veut te prendre dans le Famla. Alors, j'ai appelé ma grande sœur. Euh, elle était dans la ville de Yaoundé et elle a dit d'accord, j'ai pris note. Elle a directement appelé ma mère. Et elle a appelé ma mère. A directement dit il faut l'amener, demande-lui de te rejoindre à Yaoundé et tu vas l'amener chez un papa. Elle a donné le contact du papa. Bref, elle a indiqué le lieu où le papa l'habitait. On m'a amené là-bas. Bon, du moins, elle a demandé qu'on m'amène là-bas et que le papa là, allait trouver une solution pour moi. Parce que là, la maman, elle avait une révélation qui avait été faite par mon père bien avant. Donc mon père, c'était quelqu'un, mon père est décédé, entre parenthèses déjà. Mon père, c'était quelqu'un qui ne croyait pas aux histoires des marabouts, les fétiches et tout ça là. Lui, c'était pas son affaire. Il en avait rien à foutre. Donc, mais un jour, mon père, ça c'est quelque chose qu'on m'a raconté récemment. Un jour, mon père, il s'était un jour levé, il est venu voir ma mère et il lui a dit, on m'a dit quelque part que je risque de perdre mon fils qui est mon bras droit. Et voilà, ça m'a un peu secoué et je tenais à te le dire. Donc il a dit ça à ma mère et voilà, il est quitté dessus parce que c'était pas trop son truc et ces choses-là. Mais on lui avait dit un truc comme ça et puis vu qu'il avait dit à ma mère, elle n'a pas négligé, elle s'est souvenue de cette parole-là et elle a directement dit à ma grande sœur, ramène cet enfant à Yaoundé, tu l'amènes chez tel papa et puis on va faire quelque chose pour lui. Donc, moi, j'ai voyagé ce jour-là en soirée, rapidement, parce que de Mbalmayo à Yaoundé, ce n'est pas une très longue distance. On est parti chez le monsieur, c'est un vieux papa. Alors, il m'a fait un bain rapide là, et tout, et tout, et tout. Il a fait certaines choses et tout, voilà. Et puis, je suis retourné à Yaoundé. Et figurez-vous, le lendemain, c'était le jour de l'examen officiel, le CAP. Donc, le certificat d'aptitude professionnelle. Alors, j'ai pris la route, je suis retourné à Yaoundé, je me sentais très bien, voilà, je sentais aucun problème et tout ça. Mais une fois que je suis arrivé en Balmayo, à l'agence, j'ai déposé mon pied au sol. Et c'est là, j'ai senti une énorme migraine. C'est comme si on me frappait le marteau dans la tête. Je ne sais pas si vous avez déjà été un jour malade de palud, vous avez des maux de tête. Ça frappe comme du marteau là dans le cerveau. J'ai commencé à ressentir ça. Et petit à petit, j'arrivais même plus à bien voir. Donc, c'est comme si ma vue baissait. J'arrivais plus à bien voir et c'était dans la nuit. C'était très difficile. J'ai pris une moto, je suis arrivé chez moi.
Et j'ai causé avec ma grande sœur au téléphone. Je lui ai dit, ça ne va pas, depuis que je suis arrivé, ça ne va pas. Elle m'a dit, essaye d'appeler ton amie. Voilà, voilà, si elle peut passer la nuit chez toi, en attendant, comme ça, le lendemain, tu vas composer, etc. Voilà. Alors, je me suis levé, je suis allé le lendemain matin, je suis allé au lieu de la composition. Quand on a donné les premières épreuves, il y avait l'étude des textes. J'ai tout simplement écrit sur la feuille, je suis malade. On a donné dictée, j'ai écrit, je suis malade. On a donné tout ce qu'on donnait, j'écrivais juste sur le papier, j'étais malade. Le deuxième jour, c'était pareil. Ça n'allait pas, je n'arrivais pas à réfléchir. C'est comme si on avait enlevé mon intelligence, on avait jeté quelque part. Donc le troisième jour, c'était pareil. J'ai essayé d'écrire quelque chose parce que ça avait un peu baissé. J'ai essayé d'écrire un peu quelque chose, mais ça ne pouvait pas m'aider en fait. Moi, je savais que j'ai échoué déjà l'examen, mais je venais quand même. Le quatrième jour, voilà, c'était un peu baissé déjà, c'était pas grand-chose, les matières qu'on voit après là. Et le dernier jour de la composition, voilà, dès que j'ai remis ma feuille au professeur, je suis sorti de la salle de classe. C'est comme si j'avais jamais été malade de ma vie. Jamais, Dieu sait jamais. C'est comme si je me sentais toujours bien depuis toujours. J'ai jamais eu un problème. Quand j'ai essayé d'expliquer ça à un ami, il m'a dit, gars, toi là, moi je sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? J'ai dit, moi je sais pas non plus. Depuis le premier jour, j'arrive pas à composer. Et me voilà. Le dernier jour, je me sens soudain super bien. J'ai aucun problème. Je me sens super bien. Je sautais. Avant, j'arrivais même pas à marcher. Donc, les jours précédents, j'arrivais même pas à marcher. Mais là, je sautais. Je sautais à gauche et à droite. Tout allait bien. J'étais en très bonne santé, en très bonne forme. Et bien là, quand je suis rentré à Yaoundé, on attendait les résultats. Moi, j'ai dit à ma grande sœur, parce que j'habitais avec mes deux grandes sœurs à Yaoundé, j'ai dit à la plus grande que, en fait, il ne faut pas trop compter sur cet examen-là parce que je ne veux pas réussir. Parce que j'ai rien écrit en fait. Donc je suis déjà préparé, je sais que j'ai échoué, donc ça ne sert à rien du tout. Et puis un jour, notre professeur titulaire a appelé ma grande sœur et il lui dit, voilà, il a réussi. J'ai dit, waouh. Elle me dit, voilà, ton prof vient d'appeler, il me dit, tu as réussi. J'ai dit, en tout cas, moi je n'ai rien écrit. Moi je ne sais pas pourquoi j'ai réussi. Mais voilà, moi je sais que j'ai rien fait à l'école. Donc normalement c'est une erreur. J'ai juste écrit que j'étais malade. Et voilà, il y a même certains suivants qui m'insultaient quand ils ont vu ma feuille en me disant que j'aurais zéro. Donc moi je ne comprends pas comment j'ai fait pour réussir. Donc voilà, c'était un peu ça mon histoire. Alors le moral derrière tout ça, je ne sais pas trop quoi je vais dire. Il faudrait parfois qu'on fasse attention parce que quelque part, il y a eu il y a peut-être des suggestions qui étaient du genre, c'est peut-être des membres de la famille qui étaient derrière tout ça. Moi, je ne sais pas réellement. Mais le moral de l'histoire, ce qu'on pourra retenir derrière, c'est que quand on fait quelque chose dans la vie, il faudrait parfois qu'on essaye de se taire et, et faire ce qu'on a à faire. Voilà. Parce que si tout le monde est au courant de nos projets, il y aura toujours quelque chose derrière, il y aura une entité derrière, il y aura des personnes en fait qui vont venir essayer de saboter d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière physique ou alors de manière spirituelle. Voilà. Merci à vous, DMG, pour m'avoir permis d'envoyer cette histoire. Merci à vous aussi les abonnés. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager, surtout laisser des commentaires en dessous. Voilà, j'aimerais aussi lire et savoir qu'est-ce que vous en pensez de mon histoire. Allez, portez-vous bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir aux abonnés de DMG TV. Je viens, abonnez-vous, partagez, likez massivement. DMG, je viens raconter une histoire qui m'est revenue. En journée, je me suis dit j'allais la faire, après je me suis oubliée. Donc,
Photo, je viens partager parce qu'il faut partager. Il ne faut pas seulement écouter les histoires ici. Il faut aussi venir raconter les histoires. Je le dis comme ça aux abonnés, hein, parce que beaucoup sont là, ils écoutent. Ils partagent, parfois ils viennent par curiosité. J'ai le papa de mon fils qui est là tout le temps. Il écoute une histoire que je raconte après. Il m'envoie le lien. Il me fait un commentaire. Je lui dis, mais toi, si tu as des histoires mystiques à ta famille, tu peux venir partager avec nous. Hein. C'est pas seulement venir écouter par curiosité. Il faut partager. C'est à cause des histoires, à cause des partages que vous venez là. Nous sommes là tous. Ce qui nous maintient dans l'émission. Et ça fait, il faut faire vivre le concept, l'émission, avec les histoires qu'on a eues. Ça peut aider, ça peut sauver des vies. Maintenant, l'histoire, c'est quoi? C'est une amie qui m'avait raconté. Elle est partie à l'époque, là, dans une boîte de nuit au pays là-bas et tout. Une boîte de nuit qui était huppée. À l'époque, ça marchait fort et tout. Elle a dit qu'elle était dans la boîte, là, le mouvement et tout, entre filles. C'est-à-dire que vraiment, elle s'amusait bien. Elle voit un monsieur qui arrive, il est avec une bande de métis, on le met au VIP. Là, elle me dit que ce qui a attiré son attention, c'est que le monsieur était tellement gardé, il y avait des gardes et tout, des gardes du corps. Elle dit que trop de tapage autour, on l'escortait pour le faire entrer. Elle dit le garde du corps est là, on enlève la sécurité du VIP, du salon VIP pour l'installer. Ça attire son attention, elle se demandait que c'est quel gars comme ça qu'on accompagne aussi fortement et tout. Et elle constate qu'il a un charmant compagnie et des belles filles, des filles métisses. Bon, ça, les jeunes filles aussi, on repère souvent des choses comme ça et tout. Elle a repéré ce monsieur, il était au VIP. Elle aussi, elle était là, ma copine, elle est partie, une belle nana et tout. Elle aussi, elle était dans ses champagnes, dans son modèle, bien là. Je sais pas avec qui elle était, mais elle n'était pas seule. Avec des amis, en fait. C'est comme ça que, dans l'effervescence, la fête et tout, le monsieur a aussi été attiré par elle. Il envoie prendre son numéro de téléphone. Il envoie quelqu'un prendre son numéro, elle donne le numéro au monsieur. Et tout. Et le lendemain, il appelle. Alors, il commence à se parler au téléphone. Il s'arrange même à sortir un week-end, elle et lui. Alors, ils sortent le week-end. C'était pas un monsieur du pays, c'était pas un Camerounais. Il l'invite en boîte et ça se passe bien entre eux et tout. Elle me dit que c'est comme ça que quand ils partent maintenant dormir, le monsieur, elle part dormir. Au moment des préliminaires, ils ont commencé les préliminaires et tout. Elle me dit c'était tellement bien, elle était détendue, le monsieur, bel homme propre, il sentait bon, il se touche, Après, non, elle me dit voilà, quand ils sont d'abord arrivés dans la chambre, parce qu'il a invité, maintenant, pour faire après la boîte et tout, maintenant, c'est-à-dire que quand il invite, c'était pour le restaurant, ils ont mangé, le restaurant, la boîte et tout. Quand ils rentrent, elle dit qu'elle ne sait pas comment ça s'est passé, mais elle a commencé à parler de son enfant. Elle a parlé de son enfant. Elle commence à dire au monsieur que vraiment, je suis tout pour mon enfant. Elle me dit, ou peut-être, vous savez, les jeunes filles, peut-être elle pensait qu'après, peut-être comme il savait qu'elle était une femme seule, avec son enfant, peut-être qu'il allait lui donner un argent considérable, je ne sais pas. Mais elle ne sait pas ce qui l'a motivée. Elle n'arrêtait pas de parler de son enfant. Oh, je suis tout pour mon enfant. Son père, il m'a abandonné. Là où il est, là, mon fils est tout pour moi. Il est toute ma vie. C'est tout ce que j'ai ici sur cette terre. Et c'est moi qui suis son père et sa mère. Je fais tout, je me bats, tout ce que je peux chercher, tout ce qui me revient. Ça dit qu'elle n'a pas arrêté de parler de son enfant. Le monsieur la regardait comme ça. C'était seulement que mon fils. Oh, mon fils, je ne sais pas ce que je sais pas demain, ce qui ne devient pas. Je suis sa mère, je suis son père. Mon enfant, mon enfant, mon enfant. Après, le monsieur et elle commencent les préliminaires. Ils font les préliminaires ici, pam, 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 pam. Elle me dit que tellement c'était fort, elle me dit qu'elle ne pas te mentir, que j'étais même prête à aller avec lui sans capote. C'est-à-dire que tellement on était bien emporté dans le truc et tout, que j'étais obligée, j'étais même prête à aller avec lui sans protection et tout. Après, le monsieur stop. Il lui dit que non, 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 non. Elle m'a dit, voilà, est-ce que je perds un peu le fil, ça fait longtemps. Elle me dit, pendant qu'elle était avec lui, c'est la maman du monsieur l'appelle pour lui dire qu'il a son ami. C'était au petit matin, ils ont dormi le soir, ils n'ont rien fait. Au petit matin, maintenant, la maman du gars l'appelle, au matin, la maman du gars l'appelle pour dire qu'il a son meilleur ami qui est mort dans le pays. Il était de Lomé. Son meilleur ami à lui est décédé et qu'il était en train de jouer la santé entre amis. Il jouait la santé et tout, et c'est comme ça que le ballon a tapé ses testicules. Il est décédé. Ça l'a tellement démoralisé. Et qu'après, maintenant, quand ils ont voulu passer à l'acte et qu'il y a eu ce problème, qui ont voulu passer à l'acte, le monsieur lui dit maintenant que voilà, quand il voulait commencer à aller dans le vif du sujet, quoi. Le monsieur lui dit que voilà, je suis malade,
faut pas t'amuser comme ça. Tu es une fille bien. Tu m'as parlé de ton fils. Il dit je pouvais. Il me dit que je m'en fous, je la connais pas et tout. Il dit que ce qui m'a freiné là, c'est qu'il m'a parlé de ton enfant. J'ai pas voulu te faire l'amour comme ça. C'est ça que je t'ai dit, voilà. Il lui montre ses médicaments. Il était sous rêver et tout. Il lui dit que voilà, mon fils, je suis malade. Et moi, je suis le seul fils à ma maman. J'ai des sœurs, mais je suis le seul fils à ma maman. Et quand tu m'as parlé de ton enfant, je me suis vue. Et je me dis, si tu n'es pas là demain pour ton enfant, et ma mère, elle a été tout pour moi et tout. Donc, tu vois, on ne meurt pas que de ça. Voici, par exemple, mon ami, tu étais avec moi quand on m'a appelé pour me dire qu'il est décédé. C'est le ballon qui a tapé cet testicule. Moi qui suis malade, je ne suis pas mort. Mais lui qui était en santé, qui jouait, c'est le ballon qui a tapé cet testicule et il est parti comme ça, comme si de rien n'était. Donc, vraiment, je te conseille de faire attention. Elle me dit que là, elle a eu la peur de sa vie. Elle comme ça, elle avait versé l'eau glacée sur elle. Mais elle n'a pas voulu montrer au monsieur parce qu'ils étaient à deux dans la chambre. Elle s'est dit que si elle voulait peut-être jouer la fille qui... Non, il pouvait peut-être la violer. C'est un mot fort, il pouvait peut-être aller la brutaliser. Bref, elle est restée, elle a fait comme si elle était toujours zen. Elle a gardé le visage serein. Et tout, ils ont même continué à faire des câlins. Mais vraiment, elle me dit que si elle pouvait fuir de cette chambre, elle allait fuir. Alors le monsieur lui dit, après le monsieur dit que tu es une fille bien. Voilà, je t'ai annoncé une nouvelle comme celle-là. Je te m'ai montré mes médicaments. Mais tu ne m'as pas rejeté. J'ai essayé de regarder. Tu es une fille bien. Et j'aimerais que toi et moi on garde le contact. Si possible, t'inviter dans mon pays. Ma copine dit qu'il n'y a pas de problème. Et c'était un gars qui était fliqué. Ce jour-là, il lui a donné l'argent en dollars. Elle m'a donné la somme. Il lui a donné l'argent vraiment en dollars. Il y a beaucoup d'argent. C'est comme ça, quand il repart dans son pays, il commence à l'appeler. Il lui dit que bon, comme elle travaillait, il dit bon, quand tu auras ton congé, je vais t'inviter dans mon pays et tout machin. Maintenant, comme je suis aussi très pris, tu pourras venir avec une de tes amies, comme ça je vous offre le voyage, ça vous fera du bien à toi pour te détendre, tu travailles énormément. Ma copine aussi dit oui. Alors ils ont commencé ils ont gardé le contact tout le temps, il appelait, il faisait des mandats. Après, à l'approche de ses congés, ils se sont entendus que bon, voilà. Il a envoyé les billets d'avion, il a acheté les billets d'avion pour sa copine et elle devait venir la semaine d'après. Elle est comme ça un jour, son téléphone sonne. Elle voit le numéro du monsieur qui l'appelle. Ils ont l'habitude de causer et tout, mais bon. Elle prend. C'était un homme marié. Il faut le préciser qu'il était un homme marié. Donc quand elle voit le numéro du monsieur sonner, elle décroche. Elle entend la voix d'une femme qui appelle par son prénom. Et directement, elle demande bonjour. Elle appelle par son prénom. Elle dit oui. C'est vous tel, oui. Et tout, vous connaissez tel. Elle, comme c'était une femme au bout du fil, elle dit non. Parce qu'elle s'est dit peut-être ça peut être sa femme qui a pris son téléphone. Elle dit non. Elle dit vous ne connaissez pas. Elle dit non. Et après, la dame dit d'accord. Parce que voilà, la dame n'a rien dit. Elle a raccroché. Quand elle entend la voix d'une femme, elle raccroche parce qu'elle s'est dit on ne sait jamais, elle raccroche. Et après, elle est restée tout là. Elle se disait que bon, peut-être c'est la femme du monsieur qui a pris le téléphone, le monsieur n'est pas à côté. Et à un certain moment, le monsieur va la rappeler. Ce qui n'a pas été fait. Elle attend dans la soirée. Alors comme ça, elle lui fait un message. Elle fait le message et tout. Le numéro rappelle. La dame toujours au bout du fil, qui la rappelle encore par son prénom. Elle dit oui, c'est tel machin. Elle dit oui. Elle dit mais je vous ai appelé en journée, vous avez si vous le connaissez. Elle dit non. C'est mon petit frère. Il est décédé sur la route de Lomé. Il partait et tout machin. Comment on appelle, il est entré sous un camion. Il a perdu la vie à l'instant. Il m'a dit du bien de vous. Vous deviez venir ici. Bref, il m'a dit que vous devez venir la semaine tant. Comme ça, il vous a connu. Elle a expliqué à ma copine, il vous a connu comme ça. Vous travaillez dans telle boîte et tout machin. Ma copine reste tranquille. Elle dit oui, il est mort et tout machin. Donc voilà, c'est pour ça que je vous appelais parce qu'il m'a dit du bien de vous. Et ça s'est passé aujourd'hui l'accident. Ma copine commence à m'envoyer. Elle se dit que c'est une affaire de quoi? Un gars bien comme ça, vraiment. Ce gars m'avait bien dit que ce n'est pas seulement la maladie là qui peut tuer. Voilà, maintenant qu'il n'était même pas malade, en dehors de sa maladie là, voilà, c'est l'accident même qui l'emporte comme ça. Elle a perdu elle n'était pas du pays, donc du coup, c'était passé. Elle reste comme ça, un jour. Un monsieur avec qui elle parlait tous les jours. Quand il se parlait, c'était tous les jours qu'il se parlait, c'était pas une fois. C'était tous les jours et tout le matin et le soir. Donc, après que la dame l'a contacté, le monsieur ne l'appelait plus. C'était fini comme ça après ça.
Elle reste un mois après, elle est comme ça au téléphone sur le fixe chez elle à la maison. Son portable sonne. Elle voit un numéro qui affiche 1, numéro des États-Unis. Elle décroche. Il appelle par son prénom. Elle dit oui. Et elle dit que c'est elle. Elle dit comment ça c'est elle. Elle dit que oui, c'est moi. Elle dit que toi, comment? Ton numéro, moi, je t'ai appelé plusieurs fois. Ton numéro m'a appelé. La personne m'a rappelé. C'est ta soeur qui me dit que tu es décédé sur la route de Lomé et tout machin. Tu es entré en collision avec un camion. Quand tu m'appelles maintenant des États-Unis, c'est une affaire de quoi? Elle était en ligne sur son fils. Elle dit à son ami, c'est que regarde la magie. Mais voilà, comme ça, elle explique. Le monsieur lui dit qu'il faut faire attention, il y a tellement de choses se passent. Après, le monsieur lui dit au téléphone il lui dit que, oh, vraiment, tu sais, l'histoire des femmes là et tout, machin. Elle dit, non, 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 celui que je connais est mort et enterré. Tu vas m'appeler un mois après pour me raconter l'histoire et un numéro, elle a raccroché, pas. Elle me dit que mais c'est une histoire compliquée. Un gars avec qui je parlais matin et soir, on se parlait tous les jours, et moi tout le temps. Même si c'est que je pourrais me dire peut-être que c'est sa femme qui m'a appelé. Non, je veux bien que ce soit sa femme qui m'a appelé. Mais quelqu'un avec qui je parlais tous les jours, on se parlait tous les jours. Comment ça se fait que subitement, quand on m'annonce sa mort là, il fait un mois sans m'appeler. Il ne prend plus de nouvelles, un mois sans faire signe. Ça veut dire que, où il est mort, bref, c'était une histoire mystique. C'est sûr qu'il est mort. On a dit où il était vendu, où il était, il a fait quoi. Il a sorti avec un pays. Même sa famille ne savait pas. Donc, il a fait avec un numéro américain. Pourtant, depuis un mois, elle n'avait plus de nouvelles. Après qu'on ait dit, on a dit à ma copine qu'il a fait l'accident, il n'a plus jamais fait signe. C'est un mois après qu'il refait signe et dans un autre pays avec un autre numéro de téléphone. Elle a coupé tous les ponts. Donc, vraiment, chacun va tirer sa conclusion. Mais le monde, le dehors est mauvais. Parce qu'une affaire comme celle-là, le dehors est mauvais. Bon, c'était mon partage ce soir. Partagez, likez, abonnez-vous massivement. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Salut DMG, c'est encore moi, la jeune Ivoirienne au nord de l'Afrique. Je vais vous raconter une histoire. Ça, j'ai été témoin. C'est dans le village de ma mère. Là-bas, les vendredis, on ne va pas au champ. Avant ça, je vais vous demander de liker, de partager et de commenter. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Merci. Dans le village de ma mère, là-bas, chaque vendredi, on ne part pas au champ. On ne part pas au champ. Ça, c'était en 2011, je me rappelle bien. On ne part pas au champ le vendredi. Et ce même vendredi, c'est le jour du marché de ce dit village. Et le fils du chef, un citadin, lui, il était en ville pendant la crise. Bon, c'était les jeunes fils là. Et son père lui a demandé de venir au village pour pas qu'il s'y fasse agresser en ville. Surtout à Abidjan, il était à la capitale. C'est comme ça qu'il est rentré au village. Quand arrivé au village, son papa lui a donné une petite partie de plantation, de cacao. Oui, il récoltait et puis bon, il se faisait plaisir. Et à chaque fois, son papa lui disait ici, les vendredis, on ne va pas au champ. Il dit, oh, papa, ça sont les superstitions. Comment les vendredis? Tous les jours, on peut aller au champ. Son papa dit ici, là, vendredi, on ne va pas au champ. Et le champ de son papa était tellement grand. Il y avait un manœuvre qui s'occupait de la plantation du papa. Le manœuvre était là-bas. Ils ont érigé un campement. Le manœuvre à un côté avec sa famille. Et puis, le père du jeune, le chef du village, il avait la partie aussi. Quand les travaux champêtres sont trop, qu'ils ne peuvent pas rentrer au village parce que les gars traversaient un cours d'eau pour aller dans la plantation du papa. Donc les gars restaient là. Donc c'était un campement. Et le jeune, il s'entêtait, c'est le citadin. Son petit malin, vendredi, il y a quoi de spécial au champ? Moi, je vais aller au champ. Et un vendredi, il se lève gaillardement. Il prend sa machette, il se met dans sa tenue de champ. Il va au champ. Quand il prend le sentier, c'était autant pour moi, le sentier qui mène à lui, sa portion que son père lui a donnée. Du dos, il voit le manœuvre. Le manœuvre du dos dans la plantation. Il lui laisse sur la petite piste là. Et puis il dit au manœuvre que mais
Aujourd'hui est vendredi, tu n'es pas allé au village pour aller faire ton marché. Et il a dit le nom du manœuvre. X, aïe, mais je te parle, tu ne me réponds pas. Le manœuvre ne répondait pas. Le manœuvre ne répondait pas. Et il était toujours arrêté. Il dit, mais je te parle, tu ne me réponds pas. En même temps, le truc, ce qui était arrêté, et puis lui, il a cru que l'homme qui avait la morphologie du manœuvre, qui avait la même forme, mais il n'avait pas vu le visage, mais par le dos, il savait que c'était le manœuvre. Et quand il a commencé à parler, il a vu le truc a commencé à rétrécir, et ça s'est transformé en une gazelle. La gazelle, c'est le totem du village. Dans le village, là, il y a une famille qui ne mange pas la gazelle. Et lui, c'est eux leur totem. Et quand ça s'est transformé en gazelle, vous voyez la démarche gracieuse de la gazelle. Et le jeune dit, la gazelle s'en va, elle s'arrête. Et puis elle le regarde par derrière. Elle s'en va, elle lui dit, il a eu froid. Il est tombé. Il n'avait même plus la capacité de bouger ses membres. Il dit, la gazelle le fixait. Quand elle marche, elle se retournait, le fixe jusqu'à comme ça, la gazelle est rentrée dans la bourse avec elle a disparu. C'est quand la gazelle a disparu qu'il a retrouvé ses sens. Il n'est plus allé dans sa plantation, hein? Il s'est retourné. Quand il est revenu au village, son papa le voit, il dit, mais c'est quoi, puis tu n'as pas duré aujourd'hui? Il dit, ah papa, tu avais raison, hein? Puis il a relaté. C'est là son papa a dit, tu as eu la chance que le génie s'est transformé en la gazelle qui est notre totem. Voilà pourquoi ça t'a rien fait. Par contre, tu pouvais se transformer en tigre, en lion, un autre animal qui allait t'attaquer, qui allait te faire du mal. Comme tu es têtu là, vendredi, il faut aller au champ encore. Depuis lors, le jeune là, quand on dit vendredi, même en rêve, un de ses amis me vient lui dire, pardon, il faut m'accompagner dans tel champ, on va aller prendre un truc rapidement vendredi. Il dit, non, je ne bouge pas. Donc voilà ça. Souvent là, dans nos villages, là, souvent on doit respecter ce que nos parents disent. Tu es parti trouver. Eux, c'est leur totem. C'est la loi de là-bas. Les vendredis, on ne va pas au champ. Pour plusieurs raisons. Et toi, comme tu es de la ville, c'est toi, tu vas aller au champ. Merci. J'ai encore d'autres histoires. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Bon, je viens expliquer une histoire. C'est l'histoire de ma famille. Bon, l'histoire commence en 2002. Mon père décide de s'installer en ville parce que de base, il était agriculteur. Donc, il voulait un peu mélanger les choses, quoi. Genre, quand ça va pas ici, il peut s'entretenir de l'autre côté. Un can comme ça. Donc, nous étions dans un campement très éloigné, très éloigné. C'est là-bas même que nous tous on est nés. Moi, j'ai pas honte de le dire, c'est la vie. C'est là-bas que nous tous nous sommes nés. Donc, quand on venait, ma mère avait 4 enfants. Ça veut dire mon grand frère, moi et mes 2 petites soeurs. Donc, arrivant en ville, quand on pouvait venir, mais c'était pas facile parce que cette année, en 2002, la crise économique de mon pays, la crise politique, il y avait une crise politique dans notre pays, donc tu vois, c'était pas facile. Mais malgré ça, on a on est arrivé. Mon français là, essayez de comprendre, c'est l'argot ivoirien, donc les Ivoiriens comprennent. Donc peut-être c'est les autres là, Cameroun, Gabon là, eux ils auront du mal à comprendre, sinon les Ivoiriens, eux vont comprendre ça parfaitement. Donc, c'est comme ça, mon père, on vient en ville. Arrivé en ville, l'année 2002 s'écoule, 2003 arrive. Bon, étant donné que nous étions en crise, donc arrivé moi, il n'a pas pu m'inscrire. Pendant ce temps même, j'avançais en âge. Donc après, j'étais obligée de réduire mon âge pour pouvoir m'inscrire. Donc en 2003 aussi, 2003 arrivé, ma mère contacte sa 5e grossesse, ça veut dire le 2e garçon de notre famille. C'est là même que les problèmes vont commencer. La grossesse se passe bien. C'est l'accouchement là, il y a problème. Malgré même qu'elle avait suivi tous les soins médicaux, hein. Pour nous, elle n'avait pas fait de soins médicaux, elle a accouché facilement. Je rappelle qu'elle a fait tous ses enfants seuls, hein, sauf mon grand frère. Et celui que le 5e
où il y a eu problème là. Mon grand frère là, elle était plus jeune, elle était en ville, elle a accouché à l'hôpital. À part ça, nous autres là, elle a tout fait seule. Elle accouche, elle crie, les gens viennent, c'est comme ça. Donc elle accouche le 5e enfant, ce sont les saignements ça va pas. Ah, bon, Dieu, avec la force des choses, Dieu avec sa main dedans, c'est passé, elle s'est en sortie. Maintenant, c'est quand l'enfant va commencer à s'asseoir. Bon, il était un peu jeune, donc je ne sais pas s'il s'asseyait ou bien il ne s'asseyait pas. Bon, c'est que s'il était là, il avait pris du poids, il était bien en forme là. Ça veut dire qu'il avait peut-être 2, 3, 4 mois comme ça. Que le problème va commencer. Ma mère tombe malade. Genre, une maladie, genre une folie bizarre quoi. De là comme ça. Ah, les charlatans par-ci, les hôpitaux par-là, ça va pas. Pour manger, même elle a du mal. Elle a maigri. Même souvent, même pour avaler simple eau là, elle avait du mal à faire ça. Elle met l'eau dans sa bouche jusqu'à elle recrache, elle ne peut pas avaler. Bon, mon père, c'est quelqu'un, il est très dur d'esprit. Et puis quand lui dit ça, c'est ça, c'est ça. Hein. Pour le dissuader, là, c'est pas facile. Non, il est resté concentré, soigner ma mère, courir de gauche à droite. Après, lui, il n'avait plus d'économie, il s'est endetté même. Jusqu'à présent, même, ces dettes-là me sont toujours là même. Il n'est plus jamais redevenu comme avant. Alors que maman va bien au Dieu. Donc, comment la maladie s'est manifestée? Bon, quand on se couchait comme ça la nuit, on entendait des bruits, les animaux qui criaient par-ci, les bœufs qui criaient par-là. Moi, j'étais petite. Bon, à l'époque, j'étais l'aînée des enfants. Parce que mon grand frère, lui, n'était pas là. Moi, j'étais la plus âgée parmi les enfants qui étaient auprès de ma mère. Donc, mes soeurs, là, moi, je ne suis pas trop sûre que non, elles ont vu dedans. Mais moi, j'ai parfaitement vu la scène. Parce que nous les enfants 4G, là, enfin, promotion de 2000 là, nos yeux s'ouvrent vite. Donc, si ça avait été avant ça, là, je ne suis pas sûre que l'enfant allait voir dedans, mais avec la crise, les choses comme cela, on a vu les coups de fusil, les choses. Donc, moi, j'avais les yeux ouverts. Tout ce qui s'est passé autour de moi, j'enregistrais. Ça restait capté dans ma mémoire. Donc, comme ça, avec ces bruits là, et les médicaments passés par là, ça n'allait pas. Donc, ils ont fait pendant 1 mois. La maladie s'est calmée. Maintenant, un soir, nous étions là. Je ne me rappelle plus du jour. Et c'est en ce moment, mais je connaissais les jours de la semaine. Je n'étais pas à l'école. Un soir, aux environs de 19h, je me rappelle qu'on avait fini de manger. 19h, 20h comme ça. Moi, je suis là, je prends une odeur de pourriture. C'est comme une viande que tu n'as pas bien travaillé. La viande fraîche, tu n'as pas brûlé, tu as déposé, c'est en train de se décomposer. L'odeur ressort. Il cru comme ça, ah, qu'est-ce qu'il sent? Si je savais, je ne disais pas ça. Mais ta maman a chuté. Elle était assise comme ça, elle est tombée, criée. Et puis quand elle criait, c'était pas cri d'homme. Quand elle criait, c'est comme si un animal qui criait, genre un bœuf. Quand elle crie comme ça, le cri sort. Je vous le jure. Elle a crié comme ça. En même temps, la maladie a repris. Elle dit la nuit qu'elle dort, elle ne peut pas dormir. Quand elle se couche, elle ne peut pas dormir au moins. Durant toute sa maladie, si elle a pu dormir une nuit pendant 2 heures du temps, ça ne dépasse pas 2 ou 3 jours. Durant tout le long de sa maladie. Les rêves, les cauchemars, les nini. Entre-temps, dans la vie où nous étions dans notre région d'origine, parce que nous sommes nordistes, nous étions au nord, mais nous ne sommes pas dans notre ville. Nous n'étions pas dans notre ville, nous étions dans une ville alliée. Bon, chez nous, quand vous êtes alliés, vous dites, quand vous croisez, tu dis, ah, l'autre est ton esclave, l'autre dit, lui, toi, si tu es son esclave. Donc, je peux dire, nous, on était chez nos esclaves. Dans la cour où nous étions, il y avait un gros manguier. Il y avait plusieurs manguiers, mais il y avait un très gros manguier. Ce manguier-là avait beaucoup de feuilles. Mais durant toute notre habitation, durant toute notre chose dans cette cour-là, on n'a jamais mangé et à manger un fruit de cet arbre. Mais quand il faisait nuit et qu'il y avait un peu de vent, on entendait le bruit pop, 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 comme si genre,
quand les fruits mûrissent, et puis il y a le vent de la mer, ça tombe là, ça crie partout. Mais le matin, quand tu te dis non, demain matin, il y a moins assez de mains, mais le lendemain, wow, rien. On va aller, mais dans notre esprit d'enfant, on ne s'est pas inquiété, on ne savait pas c'était quoi. Mais les adultes, eux, ils savaient. Et c'est avéré que le monsieur, le propriétaire de la cour, vendait ces fruits-là. Il y a une colline de chez nous là. Moi, je n'ai pas dit le nom de la colline. Tous les nordistes de chez nous connaissent. Je peux dire même tous les Ivoiriens. Que c'est là-bas qu'il vendait les fruits là. Après, il avait une fille, une très belle fille, joviale. S'amusait nous comme ça. Qui est décédée comme ça, une mort mystérieuse. Après, on a su que nous, on a appris que il avait vendu l'âme de cette dernière-là à sa secte, sur cette colline-là. Bon, je reviens à mon histoire. Quand j'ai dit ça, puis la maladie a déclenché, c'est maintenant que non, c'est comme si, genre, moi, j'avais les yeux bandés. Mais quand j'ai pris l'odeur, mes yeux se sont ouverts. Tu vois, mes oreilles, mes yeux, j'ai commencé pas à voir, mais à entendre aussi ce que ma mère entendait. La nuit, comme ça, quand on se couche, c'est comme si non, les gens sont en train de danser, ils font le tour de notre maison. Les réunions, les quoi, les bruits d'animaux, les quoi, tout ça, on entendait. Un jour comme ça, ma mère se lève et dit, hier nuit, j'ai fait un cauchemar. Dans ce cauchemar-là, il y avait un grand sec. Genre, elle était au milieu, nue. Tu vois, nue. Mais, elle avait une queue. Genre, ils l'ont transformée en animal. Et genre, un singe. Et puis, les gens l'ont entouré. Genre, comme il y avait un festival, quoi. Mais elle était au milieu, les gens dansaient. Ils encerclaient. Maintenant, d'autres disent, attrapons-la. Puisqu'elle est déjà là, attrapons-la. D'autres disent, non, ses parents ne sont pas encore là, ne l'attrapez pas. Donc, Popo, elle s'est réveillée. Le rêve s'est coupé là. Comme ça, chaque jour, comme ça, c'était de nouveaux rêves. Il y a certains rêves même qu'elle n'acceptait pas de m'expliquer parce que moi, j'étais enfant. Si elle m'explique, elle se dit, je vais avoir peur, je ne vais pas pouvoir dormir. Pourtant, moi, j'entendais le bruit. Mais seulement que je ne voyais pas ce qu'elle voyait, mais j'entendais le bruit. Donc, mon père a lutté jusqu'à elle a guéri. Quand elle a guéri, c'est au tour de l'enfant maintenant de tomber. L'enfant qu'elle a couché et puis elle voulait rester là. C'est au tour de l'enfant maintenant de tomber malade. L'enfant est tombé malade. Ils ont couru de gauche à droite. Mais l'enfant n'a pas survécu. Le jour où l'enfant va mourir, mon père et ma mère, parce que ça allait déjà chez maman. Ça allait déjà chez elle. Donc, le matin comme ça, c'est la nuit que la maladie a commencé. L'enfant a chauffé comme ça. Un enfant qui était jovial, bien porté, il n'avait rien. Une nuit comme ça, l'enfant chauffe. Il suffoque, les choses comme ça. Dans le lendemain, on n'a pas dormi même. On n'a pas dormi avec lui. Dans le lendemain, ils ont pris l'enfant. Parti à l'hôpital, on ne voit rien. Ils sont partis maintenant de guérisseur en guérisseur. Il y a un guérisseur qui allait mettre un canari là. Je ne sais pas si chez vous connaissez ces canaris là. Ce que les potières font là, avec de l'argile là, bien solide là. Quand tu mets au feu, même pour que ça puisse bouillir là, même la nouvelle marmite, tu la mets le nouveau canari, tu le mets au feu avant que ça puisse bouillir là. Ça peut prendre au moins 30 minutes. Hein. Mais en plus, ils ont mis les feuilles. Donc, ils ont mis le médicament. Ma mère venait à la maison. Aux environs de 18h comme ça, ils sont revenus avec l'enfant. On a mis l'eau. Moi-même, j'ai fait le feu. On a soufflé. Ça a pris. On a mis le canari. Moi, je vous assure, quand on a mis le canari au feu, en moins de 10 minutes, le canari avait commencé à bouillir. Je vous assure. Donc, moi, en tout cas, ça m'a rien dit. Moi, je me suis dit que non, j'ai tellement bien travaillé que non, le canari a vite bouilli. Déjà, c'était pas ça. C'était pas ça. Donc, ma mère a renversé le médicament. Elle est une femme qui lave les enfants. L'eau chaude, elle a toujours dit que non, l'eau chaude, c'est le médicament des enfants. Même quand un enfant ne se porte pas bien, elle le lave avec une eau bien chaude là. Mais ceux de beurre de karité sur lui là. Il se couche, il dort bien. Quand il se réveille, il est bien important. C'est qu'elle s'est dit toujours. Elle a chauffé l'eau. Elle a fait le bain de vapeur à l'enfant. Ils ont d'abord dit de faire le bain de vapeur. Pourtant, le bain de vapeur, nous savons tous comment ça brûle. Ils ont fait le bain de vapeur à l'enfant. L'enfant n'a pas crié. Ils ont lavé l'enfant dans cette eau chaude-là. L'enfant n'a pas crié. Déjà, l'enfant n'était plus de notre monde. Quand ils ont fait ce médicament-là la nuit,
Aux environs de 5h, 6h, l'enfant, il est parti. Et puis l'enfant, il refusait de téter. Durant tout ce temps, il n'a pas tété. Il n'a pas tété. Donc l'enfant, il est décédé. C'est quand l'enfant décède maintenant qu'un jour, pendant la funérailles de l'enfant, parce que chez nous, nous sommes musulmans, donc on a enterré l'enfant le lendemain net. Il n'y a pas fait de morgue ni rien, on a enterré l'enfant. Donc pendant les sacrifices là, ils ont fait un sacrifice global là pour l'enfant. Donc pendant les sacrifices, il y a une vieille dame qui vient. Elle dit, elle salue. Et puis elle dit à maman, mon esclave, ces personnes ne pouvaient pas te dire. Soit l'enfant même qui était dans ta main, hier tu te promenais avec lui là. Il n'était plus là, il n'était plus dans notre monde. Mais étant une mère, on ne peut pas te dire, ah, ma soeur, ne va pas gaspiller ton argent, ne va pas t'endetter pour rien, l'enfant ne va pas survivre. On ne pouvait pas te dire ça. Que sinon nous-mêmes on savait. Donc comme ça, l'enfant est parti comme ça. C'est ça, ma mère, c'est là qu'elle va se rappeler que non, quand elle partait, ils sont rentrés dans le marché. Ils sont rentrés dans le marché de la ville où nous étions. Que tout le monde a commencé à la regarder. Quand elle passe, les gens la regardent juste sans à perte de vue. Là qu'elle s'est souvenue que non, c'est parce que l'enfant qu'elle avait emmené là n'était plus un vie que nous. Les gens la regardaient comme ça. Que les gens se disaient, ah, là la vieille va dire que quand tu es passé, quand tu es parti, il y a les deux bêtes là, ils sont en train de suivre le cadavre là. Ils savent qu'il est mort, ils sont se fatiguer pour rien. Donc l'enfant est parti. Quand l'enfant est parti, mon père n'avait plus d'argent, il ne pouvait plus continuer ses activités économiques en ville. Donc il décide encore de retourner au campement pour aller se ressourcer. Il est arrivé au campement, il y avait un vieux ghanéen là-bas. Le vieux ghanéen, quand ma mère est partie le saluer, moi-même, je n'étais pas partie. Parce que moi, j'étais resté en ville pour fréquenter. Donc, ils sont partis avec mes deux soeurs. Donc, quand elle est partie saluer le vieux ghanéen là, père à son âme, aujourd'hui, lui, il n'est plus de ce monde. Le vieux lui dit, ma soeur, tu as eu la chance, hein? Tu as eu la chance que ces gens-là, quand ils viennent, avant de partir, ils ne prennent pas une seule personne. Hein? Ils ne prennent pas une seule personne. Et elle dit, quand il a dit ça, elle a eu peur pour nous ses enfants. Parce qu'elle déjà, c'est vrai, elle avait la vingtaine, mais elle s'est dit quoi, moi j'ai déjà eu 4 enfants. Même si je pars, c'est pas grave. Mais et mes enfants qui sont encore petits là, ils ne doivent pas les toucher. Moi, je vais les protéger. Donc elle a dit, quand le monsieur a dit ça, elle a eu peur. Donc elle a salué le monsieur, elle a continué sa route. Maintenant, moi j'ai un peu oublié l'histoire, il a sauté une partie. J'ai oublié de vous dire, quand ma mère était malade, mon père est parti voir un marabout pour mettre un canari. Ce marabout-là, bon, nous parlons la même langue, mais nous ne venons pas du même village. Quand le monsieur a mis le canari, il dit qu'il n'a pas dormi la nuit. Les gens de notre village ont fait un cortège la nuit pour partir le combattre. Et puis, déjà dans leur secte là, genre, il y a des sociétés. Ce sont des gens, ils cèdent. Moi, on peut venir me louer comme ça pour partir travailler pour X. Tu vois, non, des choses comme ça. Donc, quand ils venaient, ils ont cherché le renfort de la ville où nous étions là. Ils ont pris beaucoup de personnes pour partir combattre le monsieur là. Mais heureusement que le monsieur et sa femme, elle aussi, elle se connaissait en mystique. Donc, elle et deux, son mari, se sont sortis. C'est passé. Maintenant, une deuxième personne a encore mis un canari pour maman. C'était le même cas. Donc, pour finir, quand elle rechutait comme ça, mon père va voir qu'il peut mettre canari. Le canari dit non, je ne peux pas mettre, qu'ils m'ont averti. Ils disent que non, c'est leur sang. Si je mets ma mère dedans, ils vont me tuer. Mais mes enfants sont encore, je n'y ai pas me laisser tuer pour une histoire comme ça. C'est votre histoire de famille, pas de régler. Mon père, il dit non. Ma femme ne va pas partir comme ça. Il s'est levé là, lutter, je sens comme ça. Mais c'est maintenant que ma mère a guéri. Un jour, mon père me dit que si ma mère voyait les gens dans ses rêves, et puis elle entendait ce qu'ils disaient, et c'est parce qu'il voulait l'initier. Qu'il voulait dire que avant de marier ma mère, quand il a rencontré ma mère, il y a un vieux qui lui a dit que la femme que tu veux épouser, c'est une bonne femme, mais à la longue, ils vont vouloir l'initier, ils vont lui donner un héritage. Ça veut dire, c'est parce que lui s'est dit quoi, c'est pas l'esprit de ma mère était fort. Elle a refusé cet héritage-là qui l'ont fatigué. Moi, ma mère s'est dit que non, elle, on voulait la tuer. Tu vois, c'est un comme ça. Bon, je vous remercie. DMG,
Encore merci. Moi, je t'encourage pour le travail que tu fais. C'est un bon travail. Ça nous édifie. Ça ouvre nos yeux sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, des mystères qui nous entourent. Mais grâce à ton émission, nous, on est un peu chose quoi. On sait comment mettre les pieds. Voilà. Moi, j'ai assez d'histoires à raconter. Mais du fait que je sois éloignée de la ville, cela n'est pas facile. Je vends dans un petit coin, il n'y a pas assez de réseaux là-bas. Donc, quand je viens en ville, c'est pour m'approvisionner en marchandises. Je n'ai pas le temps de vous envoyer ce soir. Je peux juste écouter, mais envoyer là, c'est pas facile. Mais je reviendrai de temps en temps en ville uniquement pour raconter mes histoires. J'ai vécu beaucoup de choses dans mon enfance. Mais jusqu'à présent même, je continue de vivre des situations bizarres. Mais je reviendrai une autre fois. Sur ce, ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la team, bonsoir tout le monde. Je reviens ce soir avec une autre histoire et cette histoire, je vais l'intituler Tous les AVC ne sont pas d'origine naturelle. Je suis une Camerounaise, je vis en France et je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue à mon lieu de travail l'année passée et qui s'est suivie l'année passée aussi, en 2023. Donc, en effet, là où je travaille avec les Pakistanais, et des Arabes et des Africains de l'Afrique de l'Ouest ainsi que de l'Afrique centrale. Voilà, comme c'est une zone commerciale, quand on arrive, l'équipe du matin, lorsqu'on arrive, on se faisait toujours, parce que c'est dans le passé, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne fais plus ça. On se faisait toujours des petits câlins entre collègues, s'embrasser et tout. Pas s'embrasser, mais se faire des câlins voilà. Et avant peut-être de se mettre en poste ou alors pendant qu'on est en poste, il n'y a pas trop de clients. S'il y a une petite opportunité, on est en train de boire le café un peu dans notre petit coin là. Ça se serre les bras, ça se serre dans les bras, ça rigole et tout ça. Voilà comment, deux fois, même quand certains parmi nous ont mal, ouais, moi aussi, il y a un collègue qui m'avait massé comme ça, que bon, à l'excès du travail, j'avais un peu très mal au dos. Mon chéri avait voyagé en ce moment, j'avais tellement mal au dos. Donc, comme c'est un père de famille, il m'a tenu d'une manière un jour, il m'a dit de tourner le dos. Il est venu sur mon dos, il a attrapé mes mains mélangées avec d'une manière là, donc il m'a soulevé et puis ça m'a fait un truc sur le dos, donc je m'étais vraiment détendue, c'était bien, comme si j'avais fait tout un massage entier. Donc on se faisait ça. Donc un jour, je dis à mon collègue de Pakistan qui se plaignait toujours, il mettait même la ceinture, qu'il avait très mal au dos, au rein en fait. Donc voilà. Et je lui dis, il faut dire à Issa, disons notre collègue là qui m'avait massé, qui est arabe, il s'appelle Issa. Je lui dis, il faut dire à Issa de te faire un petit truc de massage parce que moi, récemment, j'avais très mal et c'est lui qui m'a aidé. Je lui ai dit ce qu'il m'avait fait et ça m'a fait du bien. Il me dit, non, c'est même moi qui avais montré ça à Issa. Je dis, ok. Après un jour quand même, il vient comme ça, il me dit, disons que je vais m'appeler Céline, il me dit, Céline, s'il te plaît, masse-moi un peu ici au dos. Donc, il s'est assise et puis il m'a dit comment je dois le masser, lui étant assise. Je l'ai massé une fois. Une autre fois encore, après peut-être 4-5 jours, il me dit encore, s'il te plaît, il a enlevé la tenue. Je l'ai massé. Un jour encore, on est là, je le vois me regarder bizarrement, genre il me fixait, donc peut-être 45 minutes avant. Après, il me dit, viens faire ton travail. Maman, quand je masse le gars là, on dirait que mes reins étaient devenus pourris. Dès que j'ai commencé à avoir ce mal, peut-être 2 heures du temps après que je l'ai massé, c'est là que je me souviens que quand j'étais petite au bled, on nous disait toujours qu'on ne masse pas tout le monde. Qu'il y a certaines personnes, quand tu le masses, la douleur là quitte chez lui, ça vient chez toi. J'ai commencé à avoir mal au dos comme si j'avais seulement au rein, comme si j'avais seulement du pu. Un mal qui m'a fait, qui a voulu. C'était quand je marchais, c'était comme s'il y avait un clou dans ma hanche. Que quand je soulevais même le pied comme ça piquait trop. Donc, 2 fois, je marchais plus bien.
qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, mais tu as oublié que tu connais prier. J'ai dû prendre l'huile d'onction et puis imposer les mains sur ça, jour après jour, prier sur ça. Peut-être au bout d'une semaine comme ça, la douleur était partie. Elle est partie petit à petit juste parce que je n'avais pas vite commencé à prier. C'est comme ça, et au moment que je priais, lui disait, gars, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je t'ai massé ici 2 premières fois, je n'avais rien eu. Récemment, je t'ai massé. Et quelques heures après, le mal là est venu sur moi. J'ai commencé à sentir très mal. Ah non, je t'ai rien fait. J'ai dit, ok, de toutes les façons, plus jamais. Il a eu honte. Peut-être quelques mois après, je crois 9 mois après, il devrait aller en vacances chez lui. Il est parti en vacances, il a fait 3 mois. Quand il revient, un matin, quand il revient, je crois le même mois même qu'il est revenu, j'arrivais au boulot et puis j'avais eu un petit retard parce que à cause des transports qui étaient bouchés et tout. Donc, l'équipe du matin, que moi, je dois normalement être là à l'ouverture, était arrivée avant moi. Quand j'arrive, je le trouve. Donc il s'est positionné de manière... Quand je vais arriver, parce que je les ai dit à peu près dans combien de minutes j'arrivais. Quand je vais arriver, je ne pourrais pas le traverser sans le saluer, quoi. Et quand j'arrive, au lieu qu'il me salue peut-être comme... Il m'a plutôt tendu la main de manière que je l'embrasse. Au moment de l'embrasser, il me tient par la main et il me tourne de manière, mon dos se colle à sa poitrine. Il me dit bonjour, ça va? Je dis ça va. Après, je me détache de lui, je m'en vais m'échanger au vestiaire, je reviens, tout. Après peut-être 40 minutes, je commence à sentir un mal atroce sous l'omoplate de la main droite. Sous l'omoplate de la main droite. Ce mal faisait déjà que... Je sentais déjà ce mal me permettrait, parce que moi je suis caissière dans le groupe du travail du matin. Je n'arrivais plus à soulever ma main pour toucher l'ordinateur, pour toucher l'écran de la caisse. Même pour mettre la main, toucher, je n'arrivais plus à rien faire. Et c'est comme ça, quand lui il avait fini de faire ce qu'il avait fait, il est parti se positionner comme quelqu'un qui sait ce qu'il a fait. Et il est joyeux, il va voir là comment ça va se manifester, quoi. Il passait tout son temps à se tenir non loin de moi, là où parfois les gars, quand ils n'ont rien à faire, ils se placent là-bas pour boire un café. Il se tient là, il croise ses pieds, il croise ses mains, et puis met l'autre main sur son menton. Il me regarde un genre. Quand il lui dit que, mais pourquoi tu me regardes, il me dit non. Avec une air orgueilleux, un genre, et tout. C'est comme ça, pendant que je recevais des clients, il y a un papa qui passe, un client régulier du magasin. Il me dit, mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Je te vois toute pâle. C'est comme si... Je lui dis, papa, oui, ça ne va pas. Depuis ce matin, je suis venue. Je lui montre que regarde mon client là. Il lui montre pas les yeux. Je lui dis, regarde mon collègue là. Je suis arrivée ce matin, il m'a fait un câlin. Je l'ai expliqué à peu près comme je vous ai expliqué. Et depuis lors, j'ai très mal à l'omoplate et le bras-ci est en train de se coller. Vous voyez comme les Mongols marchent, non? Un Mongol qui marche donc de manière son bras est collé et puis son avant-bras devient comme ça, suspendu, un genre là. Et sa paume de main balance comme ça. C'est comme ça que ma main se transformait déjà en quelques heures. Et bizarrement, je ressentais ce mal qui descendait sur le pied et qui venait sur mes veines du cou, qui prenait déjà tout mon côté. Quand je l'explique ça, le papa là, c'était un Malien, je me souviens, il me dit, il rigole, il me dit, tu es musulman ou tu es chrétien? Je lui dis, je suis chrétien. Il me dit, tu es catholique, il faut aller prier. Il me dit, c'est diabolique. Je lui dis, oui, papa, c'est ce que je suis en train de constater parce que mon même collègue là, pendant que je parle comme ça, l'autre nous regarde là-bas avec un air méprisant. Je lui dis que mon même collègue là, il m'a fait lui masser ici. Je l'ai massé la 3e fois que je lui masse. Le mal qui le dérangeait, qui le faisait porter des ceintures pharmaceutiques est venu sur moi. Il me dit, mais c'est diabolique, ma fille, va prier. Je lui ai dit, oui, papa, je sais ce que je vais faire quand je vais arriver à la maison. L'erreur que j'avais fait quand j'avais commencé à sentir ce mal, il fallait que je commence même déjà à m'imposer les mains tout doucement, afin que ça ne me prenne pas un peu comme ça m'avait pris. Du coup, ce jour, quand je suis rentrée, j'ai mis l'huile bénite sur moi, j'ai prié, j'ai mis des émissions de prière que je connais sur YouTube. Je me suis imposé les mains avec ça, j'ai beaucoup prié. Et le mal
l'augmentation du mal s'est arrêtée. Et c'est plutôt ce que j'avais déjà qui continuait. Le lendemain, normalement, à l'heure que le lendemain, je devais travailler l'après-midi et lui, il avait travaillé le matin. Et à l'heure que je devrais arriver, il devrait déjà être parti parce qu'il avait un autre boulot. Mais quand j'arrive même avec un peu de retard parce que je ne voulais pas voir sa tête. Mais je trouve le bon monsieur là. Donc, il a préféré arriver en retard de l'autre côté parce qu'il veut voir si réellement je vais venir ou alors je vais appeler pour dire que ça ne va pas selon ce qu'il avait fait. Quand il me voit venir, il s'effraie de regard. Et quand je viens, je me tiens à ces 300 mètres. Il se place là où il sait que je vais passer. Et je me tiens à ces 300 mètres pour lui dire bonsoir. Il me tend la main du genre, je viens l'embrasser. J'ai souri. Je l'ai contourné pour descendre au sous-sol, question d'aller me changer. Quand je fais 3 pas sur les escaliers, sur les marches, il m'appelle pas mon nom, Céline. Je le regarde, il me dit, tu es fâché. Je dis, de quoi? Il me dit, non, mais pourquoi je suis partie? Bref, pourquoi il a essayé de faire ça? Parce que lorsqu'on me recrute avec quelqu'un qu'eux, ils avaient amené. Eux, les Pakistanais, ils étaient 2 là-bas. Et cette personne qu'ils avaient amenée, c'est un gars qui travaille, un gars paresseux que eux-mêmes, ça les énervait. Mais bizarrement, on me fait le contrat de 3 mois. On fait aussi au mec le contrat de 3 mois. Au moment de nous renouveler, on lui renouvelle 1 mois, moi, on me renouvelle les 3 mois. Et quand mes 3 mois finis, on me fait l'indéterminé. Et l'autre, c'est 1 mois était fini, on l'a foutu à la porte. Donc, depuis lors, le mec, ses dents étaient vraiment les... En fait, quand il souriait avec moi, ce n'était pas sincère. Donc, il s'était décidé de me faire partie de là. Pas seulement que me chasser, me faire partir, mais me faire partir avec quelque chose qui va me permettre de ne même pas aller travailler ailleurs. Un peu pour vous dire, vraiment comme je venais de le dire tout à l'heure, toutes les AVC ne sont pas réelles. J'ai fait avec ce mal en moi pendant une semaine. Le mal n'avait plus grandi, mais il était resté. Ma main le lendemain, je ne parvenais pas à lever ma main. Même quand je me douchais, je n'arrivais pas à soulever mon bras droit. Donc, il était collé à ma côte. Le mal est monté sur les veines. C'est parti même à l'intérieur de mon œil. Vous voyez un peu comme vous pouvez être... vous pouvez regarder peut-être droit devant vous. Mais vous faites balancer vos yeux en fait. Sur la toiture, à gauche, à droite. Quand je faisais ça, j'avais excessivement mal sur l'œil droit. À l'intérieur, là où je n'ai jamais eu mal de cette manière. Donc, c'est les veines de l'intérieur de mon... Tout le côté là, même la mâchoire du côté droit, le pied côté droit, je marchais, je bloquais. C'est là que j'ai compris que j'étais comme ça en train d'aller à petit feu pour tomber dans le AVC mystique. Mais quand le papa musulman là m'a dit, va chez toi, est-ce que tu es musulman, tu es chrétien, va prier. Ce qui t'a fait, les embrassades qu'il t'a fait ce matin, c'est diabolique. Va prier. Et je lui ai dit, papa, tu as raison, je suis venu vraiment appliquer en tant que chrétien. Ça s'est arrêté et au fur et à mesure, le mal était parti tout doucement. Mais le mal du côté de la tête, de la mâchoire, celui-là a fait même 3 semaines. C'est le mal du corps qui a, après 1 semaine, mais mon bras, mon pied revenait déjà bien comme avant. Grâce à Jésus, grâce à la prière que j'avais demandé au Seigneur de me faire grâce. Donc, la sorcellerie, parfois, je vois dans l'émission DMG, on parle beaucoup de l'Afrique, on parle toujours de... Il y a toutes ces sorcelleries qui existent en Afrique, existent en France, hein, avec ces différentes nationalités, l'Inde, Chine, Japon, Afrique, tous les continents, donc en fait, tous les continents rassemblés là. Tous ces pouvoirs sont là, ici sur place. Donc, peu importe où nous sommes, faisons très attention. Parce que chacun part toujours ramasser chez lui pour amener ici, afin de détruire ceux qui ont les âmes faibles et les âmes discrètes. Merci et bonne soirée ou bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Coucou DMG, c'est à nouveau moi, je ne précise pas le nom mais je dis moi quand même, bref. Je suis venue pour une 3e histoire, toujours dans mon village. Je fais un petit récap, c'est moi qui ai raconté l'histoire sur ma très chère grand-mère Nénette qui nous faisait de la nourriture pourrie et
qui, avant sa mort, voulait absolument que je la suive derrière les toilettes. Bref. Là, je vous raconte une troisième histoire. Une toute petite histoire. Elle peut paraître drôle, mais je vous assure que sur le coup, elle n'était pas drôle. À ce moment-là, j'avais peut-être 10-11 ans encore. C'était vraiment les petites histoires de mon village. On a vécu tellement de choses que maintenant, même j'en ris parce que voilà. On était encore allé au village, on avait pris nos diplômes, les bulletins. Vous savez, les enfants, dès qu'on prend les bulletins directement, on court au village. On arrive au village comme ça, vous savez, le soir, on se met autour du feu, on se raconte les histoires qui font peur et tout. On est là. Je vous assure. J'avais envie de rire, mais c'était pas drôle sur le coup. On est assis autour du feu, il faisait nuit parce que dans mon village, il n'y a pas d'électricité. Donc le soir, c'est la lampe tempête, la lampe à pétrole. Et où on s'était assis, c'est dans une cour où il y avait des poteaux avec un fil et ça servait pour étendre le linge en fait. Donc c'était 2 poteaux de part et d'autre et on mettait un fil au milieu pour étendre le linge. Donc on était assis en face du poteau, en face du linge et il y avait le linge étendu dessus. On commence à raconter les histoires qui font peur. On est là, on est tranquille et tout. Mon frère raconte une histoire, mon cousin du village raconte une histoire, il raconte, on rigole. DMG, il t'assure. Je me rappelle de cette histoire comme si c'était hier. Il a raconté une histoire. Dès qu'il a fini de raconter une histoire, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais on a tous levé les yeux. On a vu les habits se décrocher de l'endroit où ils étaient étendus seuls. Les habits se sont décrochés seuls. Quand il dit que seuls, c'est que seuls. Les habits se sont décrochés seuls. Les habits ont commencé à, pas danser, mais commencé à flotter dans l'air, à faire des rondes dans l'air. On était tétanisés. On regardait la scène, on se disait, mais c'est réel ce qui est en train de nous arriver. Quand on s'est levé de là, chacun a pris sa route marathon, mimip. On a commencé à s'éparpiller, à courir dans tous les sens. On ne comprenait pas ce qui se passait. Moi, à un moment, en courant, et c'est que qu'est-ce qui m'a même pris? Je suis partie entrer dans la forêt. Parce que les villages bêtis, tu as les cases et derrière la forêt. Donc, on a juste coupé les arbres pour construire les maisons, mais il y a toujours la forêt derrière. En courant dans ma peur, je suis allée entrer dans la forêt. Je continue à courir, mais à un moment, je m'arrête parce que l'adrénaline est descendue. Vous vous doutez bien. Je vois une lumière blanche devant moi. La lumière clignote. Je suis au milieu du chemin. Je vois la lumière, la peur. Je dis que Seigneur, je suis où? Je ne comprends pas. J'avais 11 ans, 12 ans. Je commence à pleurer, à pisser sur moi. Je suis au milieu de nulle part. La lumière est là. Et une voix dans ma tête me dit, va à la lumière, c'est pour te sauver. Va à la lumière. Je commence à avancer vers la lumière. Et plus j'avance vers la lumière, et plus je me sens comme tirée. Et puis j'entends la voix de ma grand-mère. Qui me dit que viens par ici, viens, me voici, viens, je suis là. Je vous ai entendu crier, moi je rentrais, viens. Je veux venir, je dis, ah grand-mère, c'est toi, je veux courir vers elle. C'est comme si quelque chose m'arrête. Et je ne sais pas, je vous assure, je reçois une gifle. Bam! La gifle m'a fait ma tête à tourner 3 fois. Je regarde, j'avais 11 ans, je regardais partout. Qui m'a giflé? Je commence à pleurer, à arrêter ma joue. Je m'assois par terre, je commence à pleurer. Et je vous dis que j'étais dans le noir complet parce qu'il n'y avait pas de lumière à ce moment-là dans mon village. Et là, j'entends seulement, tu peux faire quoi là-bas? Quelle lumière? Ta grand-mère va faire quoi ici à 7 heures? Sachant qu'on se racontait les histoires à partir de minuit, 1 heure du matin à peu près. Ta grand-mère va faire quoi ici à 7 heures? Tu pars où là-bas?
J'entends la voix distinctement, mais je ne sais pas qui parle. La voix me parle. Tu pars faire quoi là-bas? Retourne d'où tu viens. Tourne-toi, tu te retournes. Et là, je commence à pleurer. Je dis, mais je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas c'est où. 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 La voix me dit seulement, suis les pas derrière toi. Retourne-toi où tu viens et suis les pas. La lumière commence à s'intensifier. À s'intensifier, à s'intensifier. Je prends peur et je me retourne vers où la voix qui m'a giflé vient. Et la DMG, surprise totale. Je vous dis que je vous raconte l'histoire sinon. Ceux qui voudront me croire vont me croire. Ceux qui ne voudront pas me croire ne me croiront pas. C'est pas grave. Je me retourne et malgré le noir, je distingue des pas qui marchent. Je distingue des pas qui marchent. Des pas marchent. Des pas sont en train de marcher. La voix me dit, suis les pas là, tu rentres vite à la maison. Imbécile. La voix m'insultait. La voix m'a insulté. Et la voix me dit, ne reviens plus ici. Rentre là-bas. Je commence à suivre les pas. La lumière a en train de disparaître. La lumière a disparu jusqu'à je me suis retrouvée devant la chambre, la maison de mon grand-père. Oh! Et les pas ont disparu. Et je vous assure que la main qui m'a giflé, quand les autres m'ont vu, parce qu'ils ont commencé à me chercher, partout. Quand ils m'ont trouvé, tout le monde pleurait parce qu'on se disait que non, j'avais été emportée par un esprit, j'avais été emportée par quelque chose. Quand ils m'ont trouvé, ma grand-mère, mes tantes ont commencé à pleurer. Mais tu étais où? On t'a cherché partout. Quand un phénomène comme ça arrive, c'est justement ça qu'ils espèrent. Ils espèrent que vous vous dispersez comme ça. Comme ça, si quelqu'un part arriver dans un endroit sombre, on part seulement avec lui. On a cru qu'on t'avait pris. Wow, ce sont les esprits maléfiques du village. Wow. Elle commence à pleurer. Et je lui dis, et elle me voit d'abord ma joue. Elle me dit, mais qui t'a giflé? Parce que les mains étaient imprimées sur ma joue. J'avais les yeux rouges. J'étais dépassée par la situation. Je lui dis, mais vous me cherchez depuis combien de temps? On me dit, mais ça fait 2 heures qu'on te cherche. Je dis, ah bon? On me dit, oui. On a commencé à m'expliquer l'histoire et tout. Ma grand-mère a prié et tout, on a prié. On nous a mis la cendre sur le visage et tout. C'est comme ça que ça se passe. On a prié et tout. On nous dit que oui, on a cru qu'on était parti avec toi. Bon, ils parlaient entre eux, mais moi je comprenais. C'est ce qu'ils disaient, qu'on était parti avec toi et tout. Que c'est comme ça que ça se passe. Et je leur ai dit que quelqu'un m'a giflé. Je leur ai dit qu'une voix d'une femme m'a giflé. Et elle m'a demandé de retourner sur le chemin parce que c'était la voix d'une femme. Et je précise que j'ai perdu ma mère. Je suis orpheline de mère. Je l'ai perdue quand j'avais 9 mois. Du coup, quand j'étais repartie voir, quand j'avais grandi, on m'avait expliqué que, en gros, c'était ma mère. C'était ma mère qui m'avait sauvée, qui était intervenue parce qu'elle avait vu que les esprits maléfiques en voulaient à mon étoile. Et il voulait partir avec moi. Que ce qui s'est passé là, les habits qui sont décollés des scènes qui ont commencé à danser dans l'air. Parce que quand j'ai commencé à fuir, c'est comme si je savais, c'est comme si j'avais été hypnotisée pour fuir dans telle direction en fait. Et je me suis pile poil retrouvée devant cette lumière. Donc on me disait que ce sont les esprits, les gens qui en veulent à mon étoile. Et ils voulaient partir avec moi parce qu'en fait, on me disait que ma mère me protège. Et elle me protège tellement qu'ils n'arrivent pas à m'avoir. Et que c'est comme ça. Ils ont donc décidé d'utiliser ce stratagème en fait. Donc voilà ma 3e histoire. Toujours dans mon village. Donc DMG, je te remercie beaucoup. Commentez, likez, partagez. Parce que ces histoires édifient beaucoup. À travers ces histoires, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, je vous remercie. Et puis, bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao. Partagez, likez.